sommes là au niveau du parc qui est créé depuis 1976. À sa création, il y avait deux objectifs principaux. Le premier objectif d'abord, c'est la protection des colonies nicheuses. Chaque année, le parc national de la langue de Barbarie reçoit des milliers de couples d'oiseaux qui quittent l'Europe à cause de l'hiver pour venir se reproduire au niveau du parc de la langue de Barbarie. Et là, on a un point focal qui se trouve l'îlot de reproduction. Au niveau du parc, on a recensé en moyenne environ 225 espèces d'oiseaux, de toutes espèces confondues, des oiseaux d'eau de même que des oiseaux terrestres, répartis pratiquement en trois catégories: des oiseaux sédentaires, qui sont des espèces qui restent ici toute l'année. En deuxième position aussi, on note aussi les espèces aussi erratiques, comme c'est des espèces qui ne sont pas ni migrateurs ni sédentaires, mais qui viennent ici pour un temps bien déterminé. Et le reste aussi, la troisième catégorie, c'est des oiseaux migrateurs. Mais maintenant, sur la migration, on a la migration intra-africaine, qui sont des espèces qui se déplacent qu'en Afrique, qu'on peut dire que c'est des oiseaux migrateurs africains, et la grande migration qu'on appelle la migration palarctique, qui sont des espèces qui quittent l'Europe pour venir en Afrique. L'autre objectif, c'est la protection des tortues marines. Parmi les 7 espèces, le parc national de la langue de Barbarie reçoit 4 espèces. Donc, d'autres viennent pour la reproduction, les autres viennent pour se reposer et d'autres pour se nourrir. Parce que vous savez que le parc national de la langue de Barbarie est à cheval entre deux régions, la région de Saint-Louis et celle de Louga. Aujourd'hui, le parc est confronté à d'énormes difficultés liées notamment au changement climatique et à l'effet de la brèche créée en 2003. C'était pour justement éviter les inondations de la ville de Saint-Louis qu'on a creusé la brèche au niveau de Saint-Louis. Et cette brèche a fait son bonhomme de chemin. Aujourd'hui, elle a parcouru presque 7 km et actuellement est au cœur du parc. Donc toute la zone qui était censée accueillir des espèces de tortues est aujourd'hui menacée. L'autre aspect, c'est l'îlot de reproduction. Cet îlot, qui faisait 2 hectares au départ, a perdu presque un tiers de sa superficie. Et donc le parc est aussi périphérique à 17 villages. Et tous ces villages-là, qui avaient vocation agricole, aujourd'hui sont menacés sous l'effet de la salinité et de l'érosion fluviale. Donc le parc, pour faire face à cette situation, a mis en place des systèmes d'adaptation et de résilience, notamment en mettant en place des reboisements. Chaque année, nous mettons en place une pépinière composée de filao que nous allons reboiser chaque année, au moins 10 hectares. L'autre aspect, c'est le reboisement de mangroves. Dans la mangrove, on a ciblé 2 espèces principales. On a d'abord le rhizophora, qui n'a pas besoin de pépinière. Il suffit juste de prendre les propagules que nous allons essayer de planter. Et l'Avicennia, qui a une sylviculture un peu plus compliquée. Pour cette année, on a mis en place une pépinière de 4000 plants d'Avicennia. Donc la pépinière d'Avicennia n'a pas besoin d'arrosage parce qu'elle est arrosée à travers les marées montantes et les marées descendantes. Cette population qui a perdu énormément à travers les changements climatiques, la salinisation des terres, aujourd'hui est obligée de se reconvertir pour être plus résilient. On constate actuellement des produits de type niveau, notamment ce qui est arche, ce qui est huître, ce qui est crevette, qui sont apparus aujourd'hui dans le parc. Donc ces populations participent énormément dans ça. Et là, il y a 2 sites de transformation qui sont mis en place pour mieux valoriser les produits et femmes qui s'activent dans la récolte de ces produits de mer pour tirer le maximum de profit.